Bonsoir. Bonsoir, Bruce Bourguignon. Bonsoir. Vous êtes l'invité de la 14e édition de Livres en Live, hein, une coédition de Citre et Le Furet du Nord, pour permettre un petit peu aux lecteurs frustrés de ne pouvoir rencontrer leurs écrivains, de les rencontrer en live. On est très content de vous recevoir en quelque sorte. Bah, Vous êtes merci, moi aussi. quelqu'un de connu sur le net, hein, puisque vous avez créé une chaîne YouTube, je crois qu'il y a plus d'1 million d'abonnés Oui. depuis 2018, qui s'appelle Y penser. 2 livres ont été extraits de cette chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, hein. Vous avez même été adoubé par Étienne Klein, hein, le roi de la vulgarisation scientifique, la classe quand même. Et puis là, alors vous avez choisi la pire année, je trouve, enfin vous le dites vous-même, hein, sur votre chaîne, 2020, pour sortir un roman Ouais. policier qui s'appelle L'ultime expérience. Et peut-être que je vais vous laisser, enfin vous l'avez fait déjà sur votre chaîne, mais peut-être faire votre pitch, parce qu'en fait je l'aime bien. C'est-à-dire que, je sais pas quelle est la promesse du pitch, mais dire que c'est l'histoire d'un gars enfin, sans histoire, c'est quand même une drôle de manière de l'amener, quoi. Oui, c'est une fois qu'on a l'histoire, oui, c'est effectivement un peu bizarre. Moi, ce que je fais en général, parce que c'est toujours très compliqué ce livre de le pitcher sans en dire trop. Ouais. Donc en général, moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 pitchs en parallèle. Le premier, c'est celui qu'on trouve en 4e de couverture du livre, c'est-à-dire voilà, donc Sylvain Guérin, c'est un type sans histoire qui bosse dans une entreprise. Le matin, il prend son auto, il va au boulot, ensuite il rentre chez lui, il lui arrive rien d'autre. Et un jour, pendant qu'il se prépare, il entend aux infos, enfin sur BFM TV, on annonce qu'il y a eu un énorme accident de voiture sur la route, un énorme embouteillage sur la route qui l'amène à son boulot, qu'il y a une voiture accidentée qui est sur le toit en feu et qu'il y a une victime et que cette victime s'appelle Sylvain Guérin. Donc c'est son nom. Donc lui, il sait pas trop quoi en penser parce que évidemment, il sait qu'il n'est pas mort, mais il a du mal à penser qu'il puisse s'agir bêtement d'un homonyme, sachant que c'est pas une personne, je veux dire, s'il n'a pas le nom d'une personne célèbre. Mais bon, toujours est-il qu'il commence à se rendre à son boulot et pendant qu'il est en chemin, il commence à recevoir des SMS d'origine inconnue, de gens qui lui disent ne va pas à ton travail, on cherche à te tuer. Voilà, donc ça c'est le premier pitch. Deuxième pitch. Et moi, ce que je fais, donc voilà, quand on en discute, ce que je fais, c'est que j'ajoute un deuxième pitch qui est que il y a un scientifique qui travaille depuis des années et qui fait des recherches dans le domaine de la mémoire. Alors, c'est vrai que sur votre site, vous annoncez un wheeler scientifique, quoi, donc une vraie enquête criminelle. Mais moi, j'ai vraiment l'impression quand même que plus qu'une enquête criminelle, ce serait un polar qui permettrait d'arriver au roman d'espionnage un petit peu stratosphérique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une enquête dans le sens où on n'est pas non plus sur du Agatha Christie. On n'est pas sur il y a eu un crime, qui, pourquoi, dans quelles conditions. Ça ressemble effectivement plus, sans doute, à de l'espionnage industriel, et ça part ensuite dans, moi j'aime beaucoup l'idée de machination avec des engrenages dans tous les sens, et peut-être aussi une pointe, mais alors vraiment une pointe, faut pas que ça effraie les gens, mais une pointe d'anticipation. Ouais, parce que on est un petit peu dans l'anticipation, quoi. Enfin, on a un pied Bah, dedans, quand même. alors, on a un pied dedans dans la mesure où, à un moment donné, il est quand même question de technologie qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas, genre, c'est des éléments importants de l'histoire, mais c'est pas non plus, enfin, si, j'allais dire, c'est pas aussi, c'est au cœur de l'histoire. Donc, si, oui, on est complètement dans l'anticipation, mais on est très ancré quand même. C'est que moi, j'ai essayé vraiment d'avoir une histoire qui est très ancrée dans la réalité. Et ça se passe d'ailleurs, c'est daté, ça se passe en 2018, en région parisienne, voilà. Alors, j'ai dit que c'était un roman d'espionnage, vous dites que c'est un peu un roman d'anticipation. C'est quand même un petit peu un roman policier, parce Oui. qu'on a vraiment une flic, hein, et pas des moindres, hein, qui s'appelle Marion Lambert. Et j'ai eu l'impression, en vous lisant, que, je sais pas, parce qu'on sent dans vos petits films YouTube un petit peu d'ironie quand même. Et j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu d'ironie chez vous pour traiter d'une brigade criminelle. On dirait pas que ça vous fait trop fantasmer l'enquête criminelle, on dirait plutôt que ça vous fait rire ou que ça vous amuse. Enfin, Alors, je dirais pas comme ça. Je pense en fait, au niveau de la brigade criminelle, je pense que on a tendance naturellement à fantasmer ce qui s'y passe,
à cause des films, à cause des récits de fiction, où on a besoin qu'il se passe des choses vraiment d'un point de vue dramaturgique. Il y a de l'action, il y a des résolutions et tout. Et moi, comme dit, j'avais envie d'ancrer ça dans la réalité, donc avec toutes les difficultés que ça a, notamment qui est que c'est une institution qui a énormément d'inertie, c'est-à-dire que chaque fois que Marion Lambert, en fait, elle va être affectée à l'accident parce que l'accident est quand même étrange. Voilà, je ne dis pas plus, même si c'est les premières pages du livre, mais voilà, elle est affectée à cet accident et donc elle va avoir quelques intuitions et elle va commencer à faire des demandes. Et ces demandes, évidemment, c'est des demandes qui administrativement prennent des jours et elle a besoin d'aller plus vite parce qu'elle sent qu'il est en train de se passer des choses. Mais au niveau de la vision que j'en ai, c'est-à-dire que moi j'avais envie d'avoir une lieutenant de police, donc c'est le terme maintenant, on dit plus inspecteur ou inspectrice, maintenant on dit lieutenant de police. C'est une lieutenant de police qui elle se dit inspectrice de police. Oui, parce que elle a justement encore cette idée-là, c'est-à-dire que c'est un peu un fantasme d'enfant, quoi. C'est quand elle était petite, elle disait quand je serai grande, je ferai ça. Et sauf que ça s'appelle plus comme ça. C'est comme si maintenant, voilà, un enfant qui veut devenir astronaute, si demain ça s'appelle pilote de l'espace, il dira je suis astronaute. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un d'assez brillant, d'assez rigoureux, ce qui fait qu'on la met souvent sur des dossiers qui intéressent personne parce qu'on sait qu'elle va s'y dévouer comme à n'importe quel autre dossier. Elle est un peu titilleuse. Oui, c'est-à-dire que pour elle est consciente du fait que les dossiers doivent être bien traités. Mais c'est-à-dire qu'elle est à la limite. Là, je fais un peu d'ironie effectivement dans le texte où j'en parle à un moment donné. Je dis que voilà, c'est quand il y a un nouveau stagiaire qui arrive, en général, on lui refile à elle parce qu'elle va lui donner les bons réflexes. Mais on enlève le stagiaire avant qu'elle puisse lui dire des choses du style quand il y a quelqu'un qui se fait voler un téléphone portable, c'est normal d'y passer 3 mois d'enquête. Elle est bridée en quelque sorte. Un petit peu. Et du coup, c'était étonnamment assez frustrant pour moi parce que moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'ai envie de voir faire plus de choses que ce qu'elle fait dans ce livre. Parce que dans ce livre, c'est quand même un personnage assez secondaire. Mmh. Disons qu'il nous permet d'avancer méthodiquement dans ce qui se passe. C'est aussi, ça nous permet d'avoir un angle de vue extérieur aux protagonistes qui sont vraiment dans l'histoire et qui se courent après, qui se posent des questions. Ouais, parce que finalement, dans le pitch, je vous l'avais pas dit, mais c'est un peu une partie de poker menteur dans le sens où finalement, bien sûr, il y a quelque chose qui déclenche l'histoire, mais après, tout le monde enquête sur tout le monde puisque personne ne comprend exactement qui est qui et qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens qui savent pourquoi les événements qui se déroulent, qu'est-ce qui les a déclenchés. Et du coup, ça fait pas mal de gens qui partent dans des conjectures et dans des hypothèses. Et moi, c'était quelque chose que j'aimais bien dans l'idée. Bon, déjà, moi, d'une manière générale, ça, c'est mes goûts personnels. J'aime me faire balader en tant que lecteur ou en tant que spectateur d'un film. C'est-à-dire, j'aime arriver page 50, me dire, c'est bon, je connais, je sais où il va. Arriver page 100, me dire, ok, donc on va ailleurs. Et arriver par page 200 me dire, alors là, je m'étais pas du tout douté. Donc j'aime ce côté-là. Et puis j'aime aussi l'idée que ce soit pas clair qui est gentil, qui est méchant, pour le dire assez naïvement. C'est-à-dire que, bon après, une fois qu'on a fini l'histoire, on voit bien. Et on sent bien, mais on peut se tromper par moment, on peut penser que, et voilà, c'est-à-dire que les choses sont pas simples parce que, encore une fois, on est ancré dans la réalité, que dans la réalité, les choses sont pas simples. Alors moi, je suis vraiment amateur en sciences, mais j'ai quand même regardé un petit peu votre chaîne YouTube et j'ai pas trouvé énormément de sujets sur la mémoire, sur le trauma, sur les nanotechnologies, sur l'optogénétique, enfin, ou alors j'ai mal cherché, j'ai pas bien trouvé. Après, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai tendance à faire des vidéos un petit peu à tiroir. Ça veut dire que, par exemple, moi, je parle beaucoup du cerveau dans une vidéo qui s'appelle Pourquoi bâiller c'est contagieux. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup justement ouvrir une petite porte qui peut attirer un peu la curiosité des gens qui disent oui, ça me parle. Effectivement, je sais que quand on me parle de bâiller, je bâille et puis que d'un coup, les gens autour de moi se mettent à bâiller. Et par là, ensuite, on circule et puis on se rend compte que du coup, on arrive à se poser des questions du style comment ça se fait qu'on ait réussi à se civiliser en tant qu'humain.
Parce que c'est le terme de cette vidéo, c'est l'origine des civilisations. Et pour l'optogénétique, ça venait d'une vidéo qui, pareil, n'était pas explicitement comme ça, qui était une vidéo où j'interviewais en fait 3 chercheurs de différents services de l'Institut Pasteur. Et il y en a un qui travaillait dans le domaine de l'optogénétique. Et c'est un domaine aussi dont j'ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Les faux souvenirs, qui est une vidéo passionnante aussi. Enfin, c'est un sujet, moi, qui m'a passionné. La vidéo, je sais pas si elle est passionnante en elle-même, c'est très mal dit. Je dirais, ma vidéo est passionnante. Non, c'est le sujet est passionnant. Non, mais en tout cas, on dirait que la mémoire est un sujet qui vous intéresse, ou est-ce que c'est une matière intéressante pour la littérature, pour votre premier essai en littérature? Alors, le cerveau, d'une manière générale, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et alors, à l'origine, je m'intéressais pas plus que ça à la mémoire, jusqu'à justement le moment où j'ai fait cette vidéo sur les faux souvenirs et où j'ai découvert des choses, notamment le fait que aucun de nos souvenirs, qui que vous soyez, aucun de nos souvenirs n'est exact. Ouais. Tous nos souvenirs sont au moins partiellement fantasmés. Des reconstructions, en fait. Ah oui, mais c'est-à-dire que non seulement c'est des reconstructions, mais c'est pas parce qu'il y a des bouts qui sont perdus. C'est parce que le cerveau n'enregistre que des instants, que des informations. Vraiment, l'information est discrète. C'est vraiment quelques données. Et ensuite, quand on se rappelle, le cerveau, il reconstruit autour de ça et avec toutes les erreurs que ça peut avoir. Il fait un film sur quelques sensations, en fait. Ouais. Et le trauma, c'est quelque chose qui vous intéresse ou comme sujet ou... D'où vient un petit peu l'idée? Alors on va rien dévoiler, mais d'où vient cette idée d'un Sylvain Guérin finalement type lambda, presque un robot en quelque sorte, hein, il n'y a que le travail qui l'intéresse. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il travaille dans une grande société Gemtech, donc dans les nouvelles technologies. Société de biotechnologie, ouais. Il y a une chose qui est dès le début du livre quand même, c'est que apparemment il se parle à lui-même, où il y a une voix à l'intérieur de lui en fait qui l'amène à, ou alors il fait des rêves aussi qui l'amènent à autre chose qu'il ne comprend pas en fait. Ouais, ou alors tout simplement il parle au lecteur en fait aussi. C'est aussi une option. C'est les fameux chapitres en italique. Oui, alors ça c'était bon. Donc là, ça va me raccrocher à la question d'avant. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la notion d'illusion. Il y a une époque, j'ai pris des cours pendant quasiment 2 ans. J'ai pris des cours de magie justement parce que j'avais besoin de comprendre. Alors, c'était pas pour devenir magicien, mais c'était pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire croire à des gens qui, en plus, des gens, c'est du close-up, c'est des gens qui sont à 50 cm, qui regardent, qui clignent pas des yeux. Comment est-ce qu'on arrive à les manipuler de façon à leur faire passer des choses qui passent pas normalement. Et il y a notamment beaucoup de choses dans ce livre qui tournent autour de l'illusion, notamment dans ce fameux rapport. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin à un moment donné, parce que c'était compliqué, je voulais lancer les gens directement dans l'action. Ce qui fait que les premiers chapitres, d'ailleurs, c'est souvent un peu confus pour les gens parce qu'on passe de personnes qu'on connaît pas à d'autres personnes qu'on connaît pas. Mmh. Et justement, je trouvais que le fait d'avoir ce personnage qui s'adresse au lecteur, ça permettait de rajouter, de faciliter l'exposition sans pour autant limiter la rédaction à avoir une narration à la première personne, ce qui m'aurait empêché d'avoir l'information de ce qui se passe pendant ce temps-là ailleurs. Alors, sans ces chapitres-là, je vous rassure, hein, c'est tout à fait, on se perd pas et on prend plaisir à suivre un peu tous ces personnages. Est-ce que, alors, c'est votre premier roman, mais est-ce que vous avez fait une e-fiction, Aurel? Est-ce que le fait de travailler sur des personnages pour Aurel, ça vous a aussi permis de construire vos personnages? Comment ils sont nés, tous ces personnages, en fait? Alors, pardon, Arel 3. Arel 3, pardon. Parce que parce que c'est vrai que c'est pas naturel d'avoir un chiffre dans le titre. Ouais. Mais donc les gens ont tendance à l'appeler Arel. En fait, ce qui se passe, c'est que Arel 3, c'est vraiment un mot. Arel 3, il y aura pas d'Arel 1, Arel 2 ou Arel 4, quoi. Et alors, donc, mais ce qui est marrant, c'est que Arel 3, à l'origine, c'était une histoire complètement différente. C'est-à-dire qu'à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était un court-métrage sur un gars qui fête son 40e anniversaire et qui réunit 7 de ses amis de différentes époques de sa vie dans un bar. Et le court-métrage, en fait, c'est les 7 personnes en question qui sont dans ce bar en train d'attendre ce pote qui arrive. Et de là, ça a complètement évolué. Et finalement, tout ce qui reste de ça, c'est les 7 personnages en question. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est les personnages qui ont drivé l'histoire. Et moi, pour ce roman-là, pour l'ultime expérience, ce que j'avais fait, c'est que moi, pendant quasiment 1 an,
j'avais réuni tout un tas de post-it sur lesquels j'avais des bouts d'intrigue, des bouts de caractères de personnages, et des personnages qui ont fusionné, des personnages qui ont disparu. J'ai simplifié beaucoup l'histoire parce qu'avant l'histoire était beaucoup plus compliquée. J'avais tendance à vouloir tout mettre, tout ce que j'avais en tête, je voulais le mettre. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois que j'avais une structure qui était claire, que je savais où je voulais aller, que je savais où les personnages devaient passer, ce qu'ils devaient faire, et ben, arrivé page 200, 250 dans ma rédaction, je me suis rendu compte que mes personnages faisaient pas exactement ce que je voulais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, et c'est quelque chose dont je me suis souvent moqué quand j'entendais les auteurs dire oui, moi, mes personnages ont leur vie propre, etc. Je dis ouais, c'est très snob de dire ça. Et en fait, ça l'est pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après avoir écrit pendant 250 pages un personnage, eh ben, on sait comment il se comporte, et on sait que dans cette situation, moi, j'ai besoin qu'il sorte et qu'il prenne un taxi, et je sais que jamais il sortirait pour aller prendre un taxi. Et donc, il faut que je trouve. Vous aviez prévu la rencontre entre Sylvain et Catherine? Oui. Ça, c'était important. Mais par contre, ce que j'avais pas nécessairement prévu de base, c'était le parcours qu'ils auraient ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où je commence mais là, on est vraiment à l'époque où j'en étais encore au post-it. Au moment où Sylvain rencontre Catherine, je sais pas encore si leurs chemins vont se séparer 10 pages plus tard, si elle va l'accompagner un petit peu, beaucoup, et ça a été. Mais du coup, c'est là où j'étais. C'est assez difficile à expliquer. C'est-à-dire que j'étais satisfait de la structure du livre au moment où je sentais que tout coulait naturellement. Je me disais, bah, en fait, c'est-à-dire que d'un coup, je me disais, tiens, ce serait bien qu'il se passe ça. Puis en fait, c'est vraiment vers là que les gens vont. Bon, bah, du coup, ça coule. Donc, c'est pas mal. Catherine, est-ce qu'elle amène un petit peu d'innocence, ou je sais pas, ou de justice, un petit peu dans un monde qui est quand même assez cynique, où on veut réaliser des choses scientifiques sans morale, on veut gagner de l'argent grâce à ça. Enfin, c'est un personnage qui est quand même assez, je trouve, séduisant par rapport aux autres. Ah oui, ouais. Bah, ce qui se passe, c'est que assez naturellement, on commence l'histoire, on est avec Sylvain Guérin, c'est un type, c'est vraiment un truc assez classique d'ailleurs d'histoire, c'est un type ordinaire à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, l'identification du lecteur se fait assez naturellement vers lui. Sauf qu'à un moment donné, Sylvain Guérin, on va découvrir des choses sur lui. Lui, il va découvrir aussi, il va découvrir des éléments qui vont faire que le lecteur va nécessairement prendre de la distance vis-à-vis de cette personne. Et je trouve que Catherine, c'est la personne assez naturelle pour s'identifier justement, où on est vraiment la personne qui va l'accompagner dans cette histoire. On a dit que c'était un petit peu un livre d'anticipation, mais j'ai l'impression qu'il y a dans votre livre un petit peu un fantôme de la science, en quelque sorte, quelque chose qui hante la science depuis longtemps, puisque ce qui se passe, c'est la manière dont l'histoire se raccorde à la grande histoire, vous fait dire que la science n'a pas de bonnes ni de mauvaises intentions. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai appris, qu'on m'avait déjà dit plusieurs fois quand j'étais au lycée, puis dans mes études, mais c'est un truc que j'ai vraiment appris quand j'ai préparé une vidéo sur ma chaîne il y a quelques années déjà, qui était sur Fritz Haber. Fritz Haber, donc, qui était un scientifique allemand, qui a, alors, il a une histoire complètement folle que je peux résumer de la façon suivante, c'est que avant la Première Guerre mondiale, il sentait que l'Allemagne n'aurait sans doute pas assez d'explosifs si jamais il y avait une guerre qui éclatait, donc il a trouvé un moyen de fabriquer des explosifs, un procédé chimique. Il se trouve que ce procédé chimique est le même qui permet de fabriquer artificiellement des engrais, ce qui fait qu'il a sauvé l'humanité d'une famine mondiale qui était annoncée. Donc ce procédé qu'il a mis au point, il nourrit encore 2 milliards de personnes par an, 2 à 3 milliards de personnes par an. Il a eu le prix Nobel pour ça à la fin de la guerre, alors que pendant la guerre, c'est lui qui a inventé les gaz de combat. Le gaz moutarde, tout ça, c'est lui. Sa femme, qui était chimiste aussi, lui a dit, écoute, chérie, on fait pas de la science pour ça, il faut pas le faire. On l'a retrouvé suicidé le lendemain, sa femme. Et pendant la deuxième, donc ça, c'est quand il a voulu aider à fabriquer des bombes, il a sauvé l'humanité, il a eu le prix Nobel. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, il s'est dit, bon, tout ça, c'est pas pour moi. Je vais plutôt fabriquer des insecticides pour que les légumes poussent bien correctement. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué le Zyklon B. Et la morale de cette histoire, c'est vraiment que la science se préoccupe pas de savoir c'est-à-dire que une découverte scientifique n'est ni bonne ni mauvaise, de la même manière que Internet, c'est ni bien ni mal, c'est un outil, c'est tout dépend de ce qu'on en fait. Ouais.
Et ça, c'est quand même au cœur de votre livre. Oui, bien sûr. Encore une fois, ce qui se passe, c'est que moi, comme je voulais vraiment que ce soit ancré dans la réalité, je trouve que... Alors après, j'ai sans doute un biais, parce que moi, à la base, je suis informaticien, ça fait 7 ans maintenant que j'ai une chaîne sur YouTube, mais c'est-à-dire qu'il me semble quand même que le monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, et surtout vers lequel on va, est de plus en plus un monde technologique et scientifique. Mhm. Donc c'est difficile de faire l'impasse de tous ces aspects-là. Et j'ai envie de dire, peut-être, est-ce qu'on peut développer un petit peu qu'est-ce qui relie les neurosciences à la nanotechnologie? Enfin, parce que comme on peut pas parler de votre livre pour rien révéler, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces choses-là pour en parler? On peut. Ce qui se passe, c'est Moi, que par exemple, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est l'idée enfin, c'est une idée que vous amenez dans le bouquin, hein, mais qui est intéressante, c'est que l'idée que est-ce qu'on pourrait faire cohabiter deux mémoires dans une personne? c'est une idée qui est compliquée. Moi, c'est une question que je soulevais dans ma vidéo sur les faux souvenirs. C'était où je faisais référence à un film qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, où dedans le personnage de Jim Carrey se fait retirer des souvenirs de sa petite amie. En fait, il découvre que son ex-petite amie s'est fait enlever le souvenir de lui. Et il le vit très mal, donc il décide lui aussi de se faire ôter ce souvenir pour pas souffrir. Et la question que je pose, c'est je dis, si maintenant on arrive à enlever les souvenirs qui font son histoire à lui, et qu'on lui met à la place les souvenirs de quelqu'un d'autre, à quel moment est-ce qu'il cesse d'être lui et est-ce qu'il devient quelqu'un d'autre? Ce qui peut se poser aussi par la question, si on avait les moyens techniques de greffer un cerveau dans le corps de quelqu'un d'autre, on est face à qui? Après, c'est un problème qui est vieux comme le monde, c'est le problème dit du bateau de Thésée, je crois. On disait voilà Thésée ou le bateau, chaque fois qu'il y avait une planche qui allait pas, on changeait la planche, puis la voile qui commence à se déchirer, donc on change le bout de tissu. Au bout de 20 ans, on a changé toutes les pièces du bateau. Est-ce que c'est le même bateau ou est-ce que c'est un autre bateau? Et c'est vrai que c'est vers là qu'on se dirige scientifiquement également, notamment avec tout ce qui est nanotechnologie, avec tout ce qui est le transhumanisme, le fait de développer de plus en plus des prothèses. Maintenant, on a des prothèses de cornée, on a des implants cochléaires, on a des prothèses de bras, de jambes. De plus en plus, on va être capable de les contrôler par le cerveau, ce qui veut dire que quelqu'un qui aura perdu sa main pourra bientôt, alors maintenant, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 50 ans ou dans 500 ans, j'en sais rien, mais ça arrivera. Quelqu'un pourra contrôler une main artificielle avec son cerveau quasi aussi naturellement que si c'était sa main, et sans doute même que ça posera des questions éthiques derrière, qui est de dire voilà, bah si ça permet d'avoir une meilleure main, est-ce que moi pour mes 20 ans, je peux m'offrir une nouvelle paire de mains histoire d'avoir des mains plus solides, plus belles ou que sais-je. Et remplacer la mémoire ou le cerveau, pour parler vulgairement de quelqu'un, ça serait un petit peu l'arme fatale en quelque sorte? C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'armes fatales. C'est-à-dire que si on commence à creuser dans toutes les technologies, il y a plein d'armes fatales. Notamment, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi dans les biotechnologies. C'est depuis la découverte de CRISPR-Cas9. Donc ça, pareil, c'est dans la vidéo sur l'Institut Pasteur, j'avais interviewé un chercheur dans le domaine qui permet en fait qu'il y ait une espèce de ciseau microscopique. Alors, je schématise beaucoup, mais qui permet de découper de l'ADN un peu comme on veut et de le remodeler comme on voudrait. Et ce qui veut dire qu'à terme, on serait capable sans doute de fabriquer des vaccins qui seraient adaptés à un individu en particulier, de faire du sur-mesure. Alors, vaccin ou poison, c'est-à-dire qu'on peut imaginer tout. Je veux dire, imaginez un virus qui serait aussi contagieux que la variole, mais qui n'attaquerait que les membres d'une famille donnée. C'est quelque chose, en termes d'armes fatales, on est pas mal. Enfin, il me semble. Et du coup, est-ce que comme c'est votre premier roman, est-ce que ce roman, c'était pour vous un moyen d'essayer la vulgarisation autrement? Ou est-ce que c'était vous faire plaisir et écrire, en fait, en quelque sorte? Alors, je visais pas du tout la vulgarisation. Ouais. Mais moi, c'est-à-dire que mon premier dada, comme disait Omar Sharif, c'est pas la vulgarisation, c'est de raconter des histoires. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, j'ai fait donc cette fiction qui s'appelle Arel 3. Mais maintenant, qui dit fiction audiovisuelle dit production, logistique, budget et tout un tas de contraintes qui sont, alors quand on est auteur, réalisateur et producteur, c'est très compliqué. Moi, la production, c'est vraiment pas un métier qui aujourd'hui m'intéresse plus que ça. Moi, ce que je voulais, c'était écrire et réaliser. Et du coup,
à un moment donné, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais faire pour raconter une histoire, parce que j'avais envie de raconter des histoires plus vastes que Harel 3, qui se passe donc juste dans une pièce sans porte ni fenêtre. Et pour le coup, je trouvais que le meilleur médium pour ça, c'était le livre. Parce que vraiment, le livre, on n'a aucune de ces contraintes. Si à un moment donné, j'ai envie qu'il y ait 600 figurants, j'ai pas besoin d'aller trouver 600 personnes j'ai juste besoin d'écrire, il y a 600 personnes. Et tout à l'heure, vous avez fait allusion à certains personnages que vous voudriez reprendre si jamais vous continuez à écrire, si jamais vous rencontrez un petit peu le succès par l'écriture. Qu'est-ce que vous donne envie d'écrire ce premier livre, en fait? Celui-ci ou le suivant? Celui-ci. Celui-ci, qu'est-ce qui m'a donné envie de l'écrire? Ouais. Bah, alors, c'est plusieurs choses. C'est comme dit, déjà, j'avais envie de faire de la fiction. Ouais. J'avais envie donc de raconter une histoire plus vaste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a commencé à germer vraiment quand j'ai fait cette vidéo sur les faux souvenirs où moi, j'aime les puzzles, j'aime les énigmes, j'aime les objets compliqués. Et je me suis dit, il y a une histoire à creuser là-dedans. Il y a quelque chose à en faire. Et c'est vrai que le fait alors, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, ça a débloqué des cases dans mon cerveau. C'est comme ça que je le dis souvent. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne se permet jamais de tenter parce qu'on se dit, bon, bah voilà, moi je suis informaticien, je fais mon boulot d'informaticien. Oui, j'aimerais bien être astronaute, mais bon, tant pis, voilà, je serai pas astronaute, je suis informaticien. Voilà, et de la même manière, et avec YouTube, d'un coup, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y a plein de choses que je pensais que je ferais jamais, que je me suis retrouvé à faire. J'ai fait des vols paraboliques en microgravité avec Thomas Pesquet. J'ai fait la première partie du spectacle d'Alexandre Astier sur scène. J'ai fait l'Olympia, quoi. J'ai fait Bercy. Alors, je suis pas comédien, ça n'avait aucun sens. J'ai écrit donc 2 livres qui sont des adaptations plus ou moins de ce que je faisais déjà en vidéo. Premier tome préfacé par Astier, deuxième tome préfacé par Étienne Klein. J'ai rencontré des tas de spécialistes. À un moment donné, j'étais à l'Institut Pasteur, on a pris un poil de mon bouc, on l'a collé dans un microscope électronique à balayage pour voir de quoi ça, et on a gravé dessus une phrase au laser. Donc, quand c'est grossi 22 000 fois, on voit un petit texte écrit j'ai toujours le poil, il est dans une résine. Enfin, c'est des choses qui sont insensées. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, je n'ai pas besoin de m'interdire, en fait, ces choses. Je peux tenter, et puis si ça donne rien, ça donne rien. Mais ça, c'est vrai que c'est une liberté que je n'avais pas avant. Enfin, je l'avais, mais j'avais pas conscience de l'avoir. J'étais persuadé que non, je suis sur mes rails, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a vu à l'Institut Pasteur, alors? Comment ça, qu'est-ce qu'on a vu à l'Institut Pasteur? Avec ce poil de barbe. Bah, ce qui se passe, c'est que bon, alors à l'Institut Pasteur, ils étaient pas spécialement impressionnés par le fait de voir un poil grossi. Je veux dire, c'est eux, ils voient des virus, ils voient des insectes, ils voient des choses beaucoup plus intéressantes qu'un poil de ma barbe. Mais avoir un poil de ma barbe, le grossir et écrire en travers, à l'époque, c'était dans le cadre de la campagne du Pasteur Don, donc il y a une collecte de fonds pour l'Institut Pasteur, écrire y penser pour le Pasteur Don en travers donc dans l'épaisseur du poil, c'était quelque chose quand même d'assez fabuleux. Je veux dire, moi, c'est les microscopes électroniques à balayage, c'est quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Je me dis, on arrive à voir des choses qui sont pas tout à fait de la taille de l'atome, mais qui sont pas si loin. Avant, peut-être qu'on prenne quelques questions. Alors, on peut pas trop parler du livre, mais on peut aborder tout un tas de sujets. On peut parler de quelques personnages, peut-être. Oui. On peut. Je sais pas, comme apparemment ce roman est un petit peu un défi, lequel des personnages pour vous était le plus grand défi? Première question, comme vous voulez. Il y a 2 personnages qui m'ont posé un peu problème. C'est le personnage de Michael Tomlinson et le personnage de Grégoire, qui sont 2 personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est 2 personnages où j'avais peur de tomber dans la caricature très, très vite. Ouais. Et c'était difficile parce que on a vite fait par exemple, le méchant d'un film, on a vite fait d'en faire un gars avec un cigare qu'il a avec ses milliards et qui envoie des tueurs aux trousses de je sais pas qui, d'en faire un méchant de James Bond avec le chat, voilà. Et je voulais pas tomber là-dedans. Je voulais que ce soit quelqu'un dont on comprenne tous les personnages. Je voulais qu'on comprenne leur motivation, qu'on comprenne pourquoi ils font ce qu'ils font, et qu'on soit presque d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, c'est difficile d'être d'accord avec eux, mais qu'on se dise, je comprends pourquoi il fait ça. Donc c'était ça. Voilà. Et Après, pour des personnages, c'est plus facile. Genre Sylvain Guérin, lui, au début, il se laisse porter par les événements, donc de fait, c'est plus facile. Catherine, c'est un personnage qu'on a envie d'aimer, donc c'est facile aussi. Nadia, c'était Nadia qui est, à titre perso, moi, mon personnage préféré.
Nadja. Ouais. Nadia. Ouais, mais ça se prononce Nadia. Enfin, moi, je le prononce Nadia, en tout cas. Mais Nadia, donc, j'avais pas anticipé, mais c'est devenu mon personnage préféré du livre. Et elle, pour le coup, je trouve qu'elle a su rester subtile, justement, de ce point de vue-là, elle tombe ni dans un... c'est-à-dire qu'elle tombe pas d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive à tenir sur le fil qui est le sien. Mais Nadia et Catherine sont un peu les faces d'une même pièce, en fait. Et puis, Oui, elles ont un lien avec votre ancienne profession. Enfin, elles se répondent sans doute, oui, elles se répondent. ouais. Elles se répondent, mais après elles font pas du tout la même chose. Mais c'est-à-dire que c'était important qu'à un moment donné, alors ça c'est pareil, c'est difficile sans parler trop de l'histoire, mais c'était important qu'à un moment donné, elles puissent se comprendre. Voilà, on va le dire comme ça. Et vous avez parlé de Grégoire. Grégoire, c'est un tueur. Alors, en fait, moi, le modèle que j'avais de Grégoire à la base, c'était le modèle de Jean Reno dans 2 films alors pas physiquement, mais dans 2 films de Luc Besson, à savoir Nikita et Léon. Parce que dans Nikita et Léon, Jean Reno joue en fait le même personnage. Enfin, c'est pas le même, mais c'est le même métier. Il joue le rôle d'un nettoyeur. Ouais. Sauf que dans Nikita, il joue Victor, nettoyeur, qui est un type absolument horrible. Et dans Léon, il joue Léon, nettoyeur, mais qui est un personnage qui est vraiment aimable. Ouais. Enfin, qu'on a envie d'aimer. Et j'avais envie de, donc Grégoire, c'est un petit peu un nettoyeur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. Et pareil, j'avais envie que ce soit quelqu'un qui peut être parfaitement charmant et qui peut être tout à fait glaçant aussi, y compris pour les gens qui bossent avec lui. Ouais, il a un côté un peu James Bond, quoi. C'est-à-dire que ça pour le coup, c'est lui qui aime bien ce côté. C'est-à-dire que lui, il aime bien être tiré à 4 épingles. C'est-à-dire que si c'était pas ridicule, il serait en smoking toute la journée. Et parce que pour lui, ça fait partie. S'il a un petit peu je dirais sans doute cette nostalgie de l'époque de Delon jeune en Borsalino, quoi. Il a un peu ce côté-là. Quand vous le décriviez, là, souvent vos personnages, vous les abordez par les détails. Ouais. Bah, alors je sais, mais bon, alors je pense qu'il faut en partie déjà lier ça à mon inexpérience, mais c'est aussi le fait que j'aime bien. C'est-à-dire que je sais que quand je lis, j'aime bien pouvoir me représenter les gens comme je le souhaite, Ouais. et notamment au niveau physique. J'aime pas qu'on me dise celui-là, il a ou alors, sauf si c'est vraiment une marque importante, quelqu'un qui aurait une grosse balafre ici parce que c'est un souvenir d'un événement de sa vie, je dis pas, mais qu'on me dise voilà tel personnage, il a une queue de cheval, voilà, il faut le garder en tête, il a une queue de cheval, alors que ça n'a aucune importance, et que moi, si j'arrive pas à me visualiser avec une queue de cheval, je veux pas le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Alors, je le fais. Là, je vais me comparer à, pour moi, le grand maître de l'écriture des personnages. Donc, on va être bien clair sur le fait que je me compare pas du tout. C'est Chuck Palahniuk pour moi. Chuck Palahniuk, pour moi, c'est le grand maître de l'écriture des personnages parce qu'il arrive à créer des personnages qui sont tous plus fous les uns que les autres, mais qui semblent tous parfaitement exister. Et c'est vrai qu'il a souvent tendance à rattacher ses personnages autour de 2-3 détails et un événement marquant de leur vie. J'allais en parler à la fin parce que ça fait partie des auteurs que vous citez à la fin. Et vous citez sur le même plan Chuck Palahniuk et Bernard Weber. Ouais. Donc, j'aime bien les bibliothèques éclectiques. Mais on va peut-être rester encore un petit peu sur les personnages. Catherine, elle a une mèche bleue. Oui. Alors, c'est un détail. C'est vraiment un détail, mais c'est. On revient régulièrement quand même, sa mèche. Comment ? C'est souvent. Sa mèche est là à chaque fois qu'on l'observe à nouveau. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est parfaitement naturel pour plein de gens d'avoir maintenant des mèches roses, bleues, vertes. Ça, c'est rentré tout à fait dans la norme. Mais c'est vrai que il y a quand même, pour avoir quelques amis qui ont comme ça des mèches de cheveux de toutes les couleurs, de temps en temps, il y a quand même un regard des gens. Et je trouve que ce regard en dit un petit peu sur les gens qui observent. Et c'est vrai que à la fois c'est quelque chose qui permet, pour moi c'est ce qui pourrait quasiment s'apparenter à un signe particulier. On le mettrait pas sur une carte d'identité parce que c'est quelque chose qui disparaît très vite. Mais pour moi voilà, je dis voilà, tu vas voir Catherine qui est là-bas, elle dit c'est qui ? C'est la fille qui a une mèche bleue, c'est facile.
Et il y avait voilà. Et puis ça me permettait aussi d'éviter de rentrer trop dans le physique, parce que c'est vrai qu'au niveau physique, ce que je dis, c'est voilà, je dis elle est jolie, mais elle est pas non plus, elle est pas incroyable, elle a pas un physique dont on va se rappeler pendant 20 ans nécessairement si on la revoit plus jamais. Elle a un charme. Voilà, c'est ça. Elle a un charme, elle a quelque chose. Et puis voilà, c'est la question. Je me dis voilà, si quelqu'un rencontre Catherine 3 minutes et vient me voir après, et je lui dis comment elle était, le premier truc qu'il va me dire, c'est elle avait une mèche bleue. Vous avez fait allusion à un personnage qui s'appelle Michael. Ouais. Il y a trois personnages importants qui jouent un petit peu au poker menteur. Ouais. Il y a Michael, il y a Richard, hein, et il y a Hugo. On parle des trois ou on parle un petit peu de Henri. Michael? Henri, pardon. Henri. J'étais en train de dire merde Hugo. Henri, excusez-moi. On peut parler des trois. En fait, ce qui se passe, c'est que on sent que l'histoire qu'on est en train de suivre, celle de Sylvain Guérin, on sent que donc c'est une histoire d'une personne. On sent au début, même si on sait pas trop pourquoi, mais on sent que ça s'intègre dans une histoire qui est plus grande et qui est sans doute plus importante. Hein. Ça, c'est un truc qui arrive dès les premiers chapitres où Richard, donc qui est censé organiser des choses, parle déjà de ce qui est en train de se passer comme d'une chose qui peut faire tomber ou monter des civilisations entières. Donc on sent qu'on est sur un truc important. Et ce truc important, ça va se jouer entre deux personnages, donc qui sont le personnage de Michael Tomlinson et de Henry Coda, qui sont deux chefs d'entreprise, deux boîtes dont on imagine assez facilement que ce sont des boîtes un peu similaires, sans doute concurrentes, mais surtout des grosses boîtes. Voilà, je sais pas quoi en dire de plus vraiment. c'est compliqué. Non, mais avant de passer aux questions, peut-être il y a un personnage qu'on peut peut-être, je sais pas, un petit peu quand même évoquer, parce que dans la littérature et la filmographie scientifique, il y a souvent des professeurs un petit peu fous. Ouais, là, il y en a un dont on n'a pas parlé. On peut parler un peu du professeur Firmin. Fournier. Fournier, pardon, je sais pas ce que je veux dire aujourd'hui. Fournier, pardon, excusez-moi. Alors, le docteur Fournier, donc, c'est le médecin. Comment je pourrais dire ça? C'est le médecin traitant de Sylvain Guérin. Voilà. Ouais. C'est celui qui dès le début, où nous, lecteurs, on ne sait pas ce qui lui arrive à Sylvain Guérin, où on a l'impression que même lui, il ne sait pas trop ce qui lui arrive. On sent que voilà, ce médecin, il sait que Sylvain peut être sujet parfois à des espèces d'hallucinations, des choses comme ça. Et donc, Comment? Il suit un traitement. Oui. Et donc, c'est lui qui est responsable du traitement que suit Sylvain, justement, pour gérer, on va dire, pour neutraliser ses hauts et ses bas intérieurs. On dit que ça de lui. Bah, c'est-à-dire que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'en dire plus parce que voilà, en fait, le livre est une immense toile d'araignée, c'est-à-dire que tout tourne pas mal autour, c'est-à-dire que tout ramène à un moment donné vers un point central et chaque événement va amener vers une résolution et c'est difficile de parler vraiment d'éléments sans qu'il se déroule d'autres choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de post-it un peu partout, enfin de idées jetées comme ça. Et puis après, vous avez parlé un peu d'une écriture plus déliée, enfin voilà, une espèce de vitesse d'écriture. Est-ce qu'à un moment, il y a eu une espèce de plan quand même? Ah mais oui, non, c'est-à-dire que pendant un an, j'étais avec des post-it dans tous les sens, des post-it de plusieurs couleurs différentes, que je répartissais ensuite en ce qui va aller dans ce qu'on pourrait appeler l'acte 1. C'est-à-dire que moi, je me suis adapté à la structure vraiment la structure narrative d'un film, donc avec les 12 étapes, avec les 3 actes, etc. Et au bout d'un moment, une fois que j'avais tout calé, que je voyais bien tout, les arcs narratifs des personnages, où est-ce qu'ils se croisaient, tous les événements, et surtout toutes les connexions logiques, tous les mais, les donc, les or, etc. Une fois que tout ça a été prêt, là, j'ai attaqué la rédaction et c'est allé relativement vite. J'ai eu quelques surprises, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, des fois, qui faisaient pas exactement ce que je voulais, parce que c'est facile de mettre sur un post-it, il sort et il fait ça. Puis quand le personnage veut pas, il veut pas. Donc, il a fallu le forcer un peu parfois. Parce que je voulais que ça reste naturel, donc il fallait qu'il lui arrive quelque chose qui ferait qu'il n'aurait pas d'autre choix que de faire ce que j'attendais de lui. Mais après, l'écriture en elle-même, le premier jet, il est sorti, je crois, en 6 semaines, un truc comme ça. Ça a été très rapide, finalement. Ouais. Mais il y a eu un an en amont de... J'ai 2 questions pour vous. Alors, j'ai One More Ink. Le choix de nommer certains interlocuteurs par leur prénom et d'autres par leur nom est-il intentionnel? Alors, oui, mais j'ai une réponse plus longue à ça. C'est-à-dire qu'à la base,
à la base, tous les personnages n'avaient que des prénoms. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça fait quand même très Hélène et les garçons, cette histoire. Ça fait très Richard dit à Robert, tu sais que José, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont des noms de famille. Et à cette occasion, j'ai découvert que c'était très très difficile d'inventer un nom complet d'une personne qui fasse pas nom inventé. Alors, comment on fait? C'est compliqué. Bah, on cherche déjà. Alors, il y en a où j'avais une idée très claire de ce que je voulais. C'est-à-dire que André Fournier, pour moi, c'était une évidence. Pareil pour Sylvain. Alors pour Sylvain Guérin, c'est moins évident, je pense, pour le lecteur, mais Sylvain Guérin, pour moi, ce qui se passe, c'est que j'avais envie d'abord que son prénom et son nom racontent deux choses totalement différentes. Et Guérin, l'origine du mot Guérin, c'est guerrier. Et Sylvain, il y a cette idée. Alors c'est pas du tout étymologique, mais il y a cette idée que ce qu'il fait est vain, quoi. C'est-à-dire s'il est vain. Et donc il y avait et puis surtout Sylvain, je crois que c'est dans le top 50 des prénoms français et Guérin c'est dans le top 50 des noms de famille française. C'est-à-dire que c'est un Jean Dupont qui s'appelle pas Jean Dupont en fait. Et ouais. Non, continuez si vous voulez. Non mais c'était tout. Je veux dire, après pour le reste, comment est-ce qu'on fait pour les noms? Fournier, c'était une évidence. C'est pas si évident quand on connaît son parcours. Bah en fait ouais, mais mais alors là j'en raconterais trop si j'expliquais ça, mais c'est très étymologique en fait. Ah. Il y a un travail étymologique qui est fait et qui, mais enfin un travail, c'est pas non plus, je vais pas passer des semaines à trouver ça. Un petit, non, vous en dites un tout petit peu. Ah, mais vraiment c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que en fait les savants, voilà comment je peux dire ça, les savants de cette histoire. Parce qu'il est question d'autres, notamment il y a toute une correspondance entre André Fournier et un autre professeur. Et les savants de cette histoire, leur nom de famille signifie quelque chose. Voilà. Donc c'est un peu un genre de Easter egg, on pourrait dire. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu planqué. Mais du coup, dès que moi j'avais eu envie de mettre ce truc-là, c'était relativement facile de trouver des noms qui concordaient. Mm-hmm. Après, je peux vraiment pas en dire plus. Une question de Quentin. Les personnes aux multiples personnalités ont-ils une mémoire propre à chaque personnage? Alors, je ne sais pas, donc je vais pas me prononcer. Mais si je devais faire une hypothèse, je dirais que chaque personnalité aurait sa façon de reconstruire des souvenirs. Maintenant, est-ce qu'ils ont des souvenirs en commun où chacun, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un type qui aurait dans sa tête Jean et Jacques, s'il lui arrive quelque chose pendant qu'il s'appelle Jacques, je sais pas si Jean aurait le souvenir de cet événement-là, je pense pas. Mais en vrai, j'en sais rien. Alors là, il y a enfin, apparemment, vous sauvez des gens, mais là, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est Sarkhan, hein, c'est ça? Sarkhan, j'ai rien compris à Harel 3. J'ai peur de me lancer et d'être frustré dans ton livre. Peux-tu me rassurer? Bah, alors moi, je suis mal placé pour rassurer parce que pour moi, Moi, je Harel 3, pourrais c'était la pas si rassurer, compliqué, mais du coup, dites-moi. moi, je pourrais la rassurer, il n'y a pas de problème. Enfin, tout est très clair. Alors, ce qu'il faut savoir sur Harel 3, c'est que Harel 3, c'est vraiment ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la première saison. C'est une histoire qui est censée s'écrire en 5 saisons. Pour l'instant, la suite, c'est un peu compromis d'abord tant qu'on est confiné, tout ça, parce que ça nécessite quand même une vraie production. Donc, pour l'instant, c'est en attente. Ça plaira à ceux qui ont vu Harel 3 d'ailleurs, le fait que ce soit en attente. Mais voilà, mais alors que ce livre, c'est vraiment, il y a un début, un milieu, une fin. C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve pas avec, mais alors, j'ai rien compris, c'était qui, lui, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi, comment. Voilà, on a une vraie résolution. Donc, il me semble que c'est quand même beaucoup plus lisible. Une question statistique. Il me semble avoir lu quelque part déjà. D'après vous, combien de carrières d'étudiants ingénieurs avez-vous sauvé avec Prenez le temps d'y penser? J'en sais rien. Non, ce que je sais, ce qui est sûr, j'ai déjà rencontré des étudiants qui ont découvert ma chaîne quand ils étaient lycéens et qui avaient comme optique d'abandonner les sciences. Et en fait, ça les a remis sur le chemin de la science. Ils se sont dit non, mais en fait c'est sympa, c'est intéressant. Des gens qui n'aimaient pas du tout les sciences, qui d'un coup se sont découverts des carrières scientifiques, il y en a peut-être, mais alors là, ça se compte même pas sur les doigts d'une main, à mon avis. Et voilà, maintenant, je pense avoir plus. Alors, j'ai pas sauvé, enfin, j'ai sauvé personne. Je fais juste des vidéos sur YouTube, mais je pense que j'ai peut-être intéressé des gens à qui on avait dit pendant toute leur jeunesse que ils sont pas bons en maths, les sciences, c'est pas pour eux, quoi.
Vous avez été un peu pionnier dans ces chaînes un peu YouTube thématiques. Enfin, En France, oui. ouais, en France, ouais. Est-ce qu'il y a, alors, vous avez fait des collaborations avec certaines personnes sur certaines vidéos. Mm. Aujourd'hui, c'est quoi les chaînes YouTube un petit peu qui vous intéressent, dans la forme ou dans le fond? Alors c'est marrant parce que maintenant je consomme YouTube totalement différemment d'avant. Mais c'est-à-dire que là, je vais vous dire non, vous allez peut-être être surpris. C'est-à-dire que par exemple, je pense que la chaîne que je regarde le plus en ce moment, c'est une chaîne d'un jeune qui s'appelle The Beast 741 qui joue à Super Mario Maker. Donc c'est du jeu, mais parce que le gars, je pense que c'est le Zidane de Super Mario Maker. Il fait des choses qui sont c'est-à-dire quand je le regarde, moi qui joue à ce jeu, je me dis, c'est à la fois je suis admiratif, en même temps je suis très énervé. Voilà, je regarde en fait de plus en plus, je regarde des gens. Alors pas juste des gens qui jouent à des jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, mais vraiment des gens qui sont les artistes de ces jeux vidéo là. Je pense notamment aussi à Dream qui fait Minecraft. Maintenant, je regarde moins des vidéos, on va dire des vidéos de vulgarisation, des choses comme ça qu'avant. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes qu'avant. Ouais. Et aussi parce que je pense, c'est-à-dire que je dirais qu'on a un petit peu changé d'air de ERE à ce niveau-là, dans le sens où déjà maintenant de plus en plus de ces chaînes sont tenues par des gens dont c'est plus ou moins le métier, c'est-à-dire des gens qui ont un doctorat ou qui ont fait de très hautes études ou dont c'est leur métier et puis qui en parlent par ailleurs. Et du coup, c'est-à-dire qu'à la fois, je trouve ça dommage, mais c'est que moi, on perd un peu un côté ludique de la chose, mais on gagne en rigueur par contre. Donc il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que y penser, quand je l'avais créé, je pensais vraiment à un public qui s'intéressait pas à la science. Et le fait est que je pense être principalement regardé par des gens qui sont étudiants en sciences. Donc du coup, je pense que pour les étudiants en sciences, aujourd'hui, il y a des chaînes qui sont bien plus pertinentes que la mienne, des chaînes comme Science Étonnante, par exemple. Le seul, je trouve, qui a réussi vraiment à la fois à garder cet aspect ludique et à monter vraiment dans les tours en termes de contenu, c'est un gars qui s'appelle Léo Grasset, qui a une chaîne qui s'appelle Dirty Biology, où il arrive à faire des vidéos qui sont à la fois amusantes et hyper intéressantes, et puis de temps en temps, il va faire un documentaire. Notamment, là, il a fait une vidéo il y a pas longtemps, où il se posait la question, il dit, est-ce que l'humain est le seul animal à avoir conscience d'exister? Et donc, ils ont été dans l'océan pour mettre un énorme miroir face à une raie, pour voir si elle allait réagir. Et donc, mais c'est-à-dire qu'ils ont été en mer avec toute une équipe et tout. Et il fait des grands documentaires comme ça. Il fait plein de choses très très intéressantes. Et puis j'en suis beaucoup d'Américains et d'anglophones aussi. Je crois pas qu'on ait d'autres questions, mais peut-être avant de conclure sur une question plus ouverte. Donc déjà, bon, on va peut-être se déconfiner, hein. Après vous, Emmanuel Macron va s'exprimer sur Internet. On va le remercier d'avoir attendu déjà, qu'on puisse finir. Très urbain de sa part. Mais vous allez faire quelques dates? Non, il n'y a rien, absolument rien de prévu, quoi. Alors, d'ici la fin 2020, je pense que ça risque d'être très compromis. C'est-à-dire que les dates qui étaient déjà organisées, elles ont été annulées de fait. À moins que le président annonce ce soir que, en fait, on s'était trompé dans les chiffres, on peut déconfiner, c'est bon, et revenir comme on était avant. Ce qui semble pas parti pour. Non. Donc, du coup, je pense que, et puis, je vais être honnête aussi avec vous, je pense que les libraires, en décembre, vont avoir sans doute un peu d'autres choses et je comprends, hein, vont avoir d'autres choses à faire que d'organiser des rencontres dans une situation où on va dire, voilà, au fait, dans votre boutique, vous avez droit à une personne tous les 8 mètres carrés. Donc, si vous faites une rencontre, vous n'avez pas de clients. Bon, Noël, c'est dans 15 jours, c'est pas très grave. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même énormément, c'est à un moment donné, il faut avoir aussi les pieds sur terre, s'il y a eu énormément de pertes de chiffre d'affaires, de toutes ces choses-là. Les gens ont besoin de revenir aussi dans des boutiques. Moi, ça me rend dingue de pas pouvoir rentrer dans une boutique, même pas pour acheter, juste pour rentrer. Et donc voilà, maintenant, je pense qu'on va essayer d'organiser des choses peut-être pour début 2021. Ouais. Et du coup, le livre est sorti le 10 octobre. Vous avez déjà eu quelques retours ou pas? Alors, ouais, c'est-à-dire que j'ai quand même pu faire quelques dédicaces en vrai.
Donc j'ai fait quoi? J'ai fait Strasbourg le jour du lancement, j'ai fait Mulhouse, j'ai fait Lyon, j'ai fait Saint-Médard-en-Jalles, donc à côté de Bordeaux. Donc ça s'est très bien passé avec à chaque fois les gestes barrières, tout ça, la distance, tout qui va bien, puis la jauge qui est limitée à la moitié de. Ok, tout était fait dans les règles. Donc les retours des gens étaient plutôt bons. Voilà, donc donc ça je suis content, c'est-à-dire que les gens qui ont lu le livre ont apprécié. Alors il y en a qui ont dit putain c'est génial ce livre, il y en a qui ont dit quand j'ai fini le livre, je me rappelais déjà plus de quoi ça parlait, mais par contre j'ai passé un bon moment. Ce que j'appelle l'effet Musso, sans vouloir être désagréable, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi que ça existe, ce côté-là. Moi j'ai rien contre. Et voilà, maintenant, on va pas se mentir. Toute cette histoire de confinement, ça a fait beaucoup de mal aux libraires, mais beaucoup aussi aux auteurs. Et encore, moi, ça va, j'ai de la chance parce que moi, j'ai une présence sur YouTube, sur Twitter, tout ça. Donc, moi, je peux communiquer autour de mon livre. Mais parce que le click and collect ou les sites internet, tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Sauf que ça interdit par nature le fait de découvrir un livre auquel on pensait pas. C'est aujourd'hui, on a besoin de pouvoir se promener dans un rayon et passer devant une couverture et se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue, regarder au dos et dire tiens, ça a l'air sympa et de repartir avec. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire aujourd'hui. Et donc, qui fait beaucoup de mal à tous les jeunes auteurs et puis ceux dont on parle pas. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que l'achat d'un livre ou la découverte d'un livre est souvent lié à une promenade en librairie, hein, petit peu comme une promenade dans la nature. Sauf quand on en a 15 derrière. Je veux dire, si Chatham, quand il sort son nouveau, les gens se posent même pas la question. Ils rentrent, ils disent bonjour, vous avez le nouveau Chatham? Oui, merci. Il est juste devant, quoi. Oui. Du coup, on peut le trouver sur nos sites, on peut le trouver chez nous en click and collect, et puis on croise les doigts pour que ce soir, la réouverture des librairies soit annoncée. Ouais. Un dernier mot sur votre livre avant d'une dernière question est-ce que moi, un dernier mot? Parce que vous êtes un peu dans la rétention d'informations, peut-être qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire qu'on n'a pas... C'est vrai, c'est vraiment compliqué. En fait, je me dis si jamais j'arrive à écrire d'autres livres, là je suis en train d'en préparer un, mais je sais pas s'il existera ou pas. Mais voilà, mais si jamais je vais essayer de me débrouiller pour qu'il y ait une histoire à pitcher, quoi. Peut-être pour vous détendre que ce qu'on dit sur un livre, c'est pas l'expérience qu'on va avoir en le lisant. Peut-être qu'entre le moment où on en parle et le moment où les gens vont le lire, il y aura un temps qui sera écoulé et puis ils vont vivre une vraie expérience en lisant votre livre. Ah oui. Non, moi, ce qui se passe, c'est que je compte aussi sur... Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le retour des gens, c'est quand les gens me disent, mais en fait, tout ce que tu nous avais raconté du livre, en fait, c'est bon, c'était balayé page 5. C'est-à-dire que c'est bon, on avait fini, page 5, on avait fini. En fait, tu nous as juste raconté la page 4. Et je dis, oui, et encore, la toute première page, je la raconte pas. C'est-à-dire que je raconte vraiment juste page 3 et 4. En fait, vous cherchiez à avoir le prix de la page 5, quoi. C'est ça. Donc, on finit toujours par une question ouverte. À la fin, vous parlez de votre expérience d'écriture et vous dites que rien ne se serait fait sans l'inspiration. Alors, je les cite dans l'ordre où vous les mettez dans ce texte. Chuck Palahniuk, dont on a déjà parlé, René Barjavel, Bernard Weber et Aaron Sorkin. Duquel vous avez parlé. Et est-ce que vous avez eu des lectures pendant ce reconfinement? Est-ce que vous avez des lectures scientifiques? Est-ce que vous lisez du roman policier, par exemple? Alors, je lis pas spécialement de livres scientifiques. Ça, j'en lis pas beaucoup. J'en lis parce que j'en lis suffisamment quand je prépare mes vidéos. Je lis des chapitres, des articles, des machins. Donc, mais j'en ai beaucoup lu aussi. Mais vous avez choisi le polar. Vous lisez beaucoup de polar? Moins maintenant. Maintenant, mais j'ai eu mon époque où j'en lisais beaucoup. Moi, c'est vrai que c'est vrai que c'est triste, mais j'ai moins le temps de lire qu'avant. Alors le premier confinement et ce nouveau confinement m'ont donné un peu plus de temps pour ça. Et donc, alors, c'est quoi le dernier que j'ai lu en date? Le dernier, oui, il doit être là d'ailleurs. Je vais juste voir parce que je voudrais pas écorcher le titre. Alors 2 secondes, je vais devoir enlever mes écouteurs 1 seconde. Alors, ou pareil, je vais pitcher le truc très sommairement, mais je ne veux pas le raconter dans le détail. Donc, c'est le livre de Gringe qui s'appelle Ensemble, on aboie en silence, qui en fait, où il raconte, c'est un témoignage sur sa vie à lui avec son frère qui a été diagnostiqué schizophrène. Donc, c'est pas
c'est pas c'est pas une fiction, c'est vraiment un témoignage. Mais moi, Gringe, c'est un personnage que j'aime beaucoup par son rôle donc à la base, c'est un rappeur qu'on connaît pour son duo avec Orelsan, donc les casseurs flotteurs. Ouais. Donc voilà, ça c'est le dernier que j'ai lu. Maintenant, sinon, c'est vrai que je prends toujours beaucoup. J'ai relu il y a pas longtemps Survivant de Chuck Palahniuk, qui était le tout premier que j'avais découvert de lui. Et ouais, alors après, pour Barjavel et Werber, alors ce qui se passe, c'est que Werber, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait aimer les histoires à partir de l'époque des fourmis déjà, donc ça commence. C'est un peu le père des vulgarisateurs. Ouais, c'était moi, c'est la première personne dont j'ai lu des livres qui n'étaient pas nécessairement des livres de science-fiction, mais dans lesquels on apprenait plein de trucs. Alors, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais c'est-à-dire que de mon paysage de livres, c'était le premier qui faisait ça, et je me disais waouh. Et Barjavel, j'aimais, notamment, j'avais beaucoup aimé le premier que j'avais lu, c'était Le Grand Secret. Encore une histoire ancrée dans le réel. et La Nuit des Temps. Et c'est vrai que La Nuit des Temps, je l'ai lu à l'époque, j'ai dû le lire au moins, je pense que je l'ai lu 2 fois d'affilée déjà, c'est-à-dire quand je l'ai terminé, je l'ai recommencé, et puis je l'ai lu 1 an ou 2 plus tard, là ça commence à faire une paye, je pense que ça doit faire 10-12 ans que je l'ai pas lu, il faudra peut-être que je le relise. Et voilà, et Chuck Palahniuk, donc c'est, je suis toujours impatient, c'est-à-dire que je suis tellement impatient de son prochain livre, qu'il m'est même arrivé d'acheter le nouveau en anglais. Et c'est à ce moment-là que moi qui pensais être vraiment en courant en anglais, pas du tout. Un livre, c'est pas un film. Hein. C'est waouh, le vocabulaire, c'est pas le même. Et Aaron Sorkin, donc Aaron Sorkin, pour le coup, j'ai peut-être besoin plus de préciser pour les gens qui savent. C'est un auteur scénariste. Qui a notamment, il est très connu pour avoir fait le scénario du film The Social Network de David Fincher, qui raconte donc la création de Facebook. Il est maintenant aussi auteur-réalisateur. Il a réalisé donc le Grand Jeu et là récemment les 7 de Chicago qu'on peut voir sur Netflix. Il aime beaucoup. Alors lui, il aime beaucoup les intrigues juridiques, politiques, très techniques. Et surtout, ce qui se passe, c'est que je trouve qu'il a un style très intelligent. En même temps, c'est une de ses faiblesses, c'est-à-dire que on s'écarte souvent de la réalité avec lui. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve avec 2 personnes qui sont en train de prendre un café, 2 étudiants en train de prendre un café, et qui parlent comme des érudits qui auraient tout lu, tout vu, tout compris. Ce qui est hyper intéressant à écouter, mais qui est moins crédible. Je trouve qu'on parle plus beaucoup de Barjavel. Quand on lit un livre 2 fois d'affilée, qu'est-ce qu'il en reste ? Là, c'est vieux. Moi, ce qu'il en restait, alors, pour le coup, La Nuit des Temps, c'est moi ce qu'il en était resté. D'abord, c'était une histoire d'amour que je trouvais complètement folle, et puis surtout, il y avait un côté. Et si c'était vrai, alors pas le livre, hein, pas le livre, mais il y avait un côté, mais ça pourrait totalement être vrai. Le fait est que non. Mais je me dis, on pourrait un jour. Et ce qui est marrant, c'est qu'un jour, j'ai découvert qu'il y avait. J'étais au cinéma, puis il y a une bande-annonce qui commence, où je vois une expédition qui va en Antarctique parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans le sol, et donc ils arrivent dans une construction, vraiment une pyramide, vraiment sous la glace. Et je me dis, ils ont adapté La Nuit des Temps et en fait, non, c'était Alien versus Predator. Donc, pas du tout une adaptation de Barjavel, mais le pitch de base était celui-là. Bruce Benamran, merci beaucoup. Mais merci à vous. Bonne soirée, et puis on espère vous voir en vrai bientôt. On espère déjà qu'on aura le droit. C'est ça. Ça marche, merci. Au revoir. Au revoir.